La présentation suivante sera faite Voilà. par Corinne. Donc, le professeur Marc Bossier va parler maintenant d'organisation et notamment une question intéressante. Il y a la prise en charge ambulatoire à l'hôpital. Et donc, que faut-il organiser après l'intervention pour le retour à domicile? Faut-il organiser des soins au domicile du patient? Donc Marc Bossier est chef du service du département d'anesthésie-réanimation chirurgicale à l'hôpital Saint-Antoine et de l'unité de chirurgie ambulatoire. Bien, merci Corinne, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs. C'est un honneur et un plaisir de venir parler devant votre Assemblée de ce sujet qui est si important. Philippe Topard a fini son exposé en nous montrant des systèmes de suivi de fréquence cardiaque à domicile. Donc je trouve que ça fait un lien excellent avec ce dont je vais parler. Le suivi à domicile, c'est bien sûr quelque chose, vous chirurgiens, nous anesthésistes, qui nous préoccupe particulièrement. Le geste chirurgical est standard en ambulatoire. L'anesthésie que nous faisons est une anesthésie qui n'est pas particulière quand on rentre dans des bonnes pratiques. Ce qui nous préoccupe le plus, c'est ce que devient le patient une fois sorti de l'hôpital. Donc ce sujet, il fait l'objet de beaucoup de discussions, de recommandations même, on va dire, des pouvoirs publics. Vous voyez que la HAS et l'ANAP ont fait des recommandations organisationnelle sur la prise en charge en ambulatoire, où il est clairement mentionné qu'il faut améliorer les relations entre la ville et l'unité de chirurgie ambulatoire. Mais tout ça pose des questions. Ces questions, on vient dans la presse médicale là, de publier un papier avec Corinne Vons, où l'on se pose un petit peu ces questions, et je vais essayer d'y répondre, en tout cas de les envisager avec vous. Pour quel geste? Par qui réalise ce suivi à domicile? Quelle organisation mettre en place? C'est pas toujours si évident de mettre en place une organisation à domicile. Et est-ce que vraiment c'est un facteur qui va contribuer au développement de l'ambulatoire? Alors en préalable, je crois qu'il est extrêmement important de rappeler, mais vous le savez bien, que la chirurgie ambulatoire, c'est des actes maîtrisés. C'est pas du tout de l'expérimental. Et il faut se battre, notamment auprès du grand public, pour faire passer ce message. Il y a certes de l'innovation, on en a entendu parler depuis le début de cette session, mais l'innovation, c'est pas de l'expérimental. Nous faisons quotidiennement en ambulatoire des actes qui sont parfaitement maîtrisés, que vous maîtrisez parfaitement sur le plan chirurgical et que nous pouvons maîtriser sur le plan anesthésique. La chirurgie ambulatoire, c'est un formidable développement aux techniques mini-invasives de chirurgie, d'anesthésie, d'analgésie. Et plus on va être mini-invasif, plus les indications d'ambulatoire vont augmenter et moins il y aura besoin d'organiser de suivi. L'ambulatoire, c'est la science de l'anticipation. Une grande part de ce qui va se jouer en post-opératoire est directement liée à l'information donnée au patient, l'anticipation de ce qui peut se passer, et il y a des facteurs locaux là-dessus qui font que nous devons informer les patients, unité par unité, de ce qui peut se passer en post-opératoire, puisque le patient est le propre acteur de sa prise en charge et un acteur particulièrement actif. Et donc, dans la grande majorité des cas, et ça je crois que c'est un message très important à faire passer, dans la grande majorité des cas, des actes de chirurgie ambulatoire ne nécessitent aucun suivi particulier à domicile. Ça concerne la majorité des actes. Néanmoins, il y a, encore actuellement, mais les choses peuvent changer, il y a quelques cas de figure qui nous obligent à réfléchir à ce suivi. Ça peut être des actes très spécifiques, des actes que vous développez ou vous essayez de savoir exactement ce qui va se passer au domicile du patient. Ça peut être des élargissements d'indications chirurgicales, la prise en charge de patients, on l'a dit, médicalement de plus en plus lourds. Et puis c'est le plus souvent, ces indications de suivi à domicile, c'est le plus souvent des suivis de dispositifs analgésiques. On a parlé de ces analgésies loco-régionales. Ces analgésies loco-régionales, elles nécessitent parfois un suivi au domicile du patient. Ça peut être pour des surveillances de drains, de sondes, des retraits de drains ou de sondes. Ça peut être
de l'évaluation de l'état cicatriciel. Nous on travaille avec des orthopédistes qui font de la chirurgie du poignet, ils mettent des plaques et ils veulent avoir une vision de l'état cicatriciel le lendemain de leur intervention. Ça peut être sur un support social, et ça c'est quelque chose de très, très important. On y reviendra par la suite, et notamment ça fait le lien avec tout ce qui est situation d'hébergement. En tout cas, ce suivi à domicile ne doit en aucun cas être un frein au développement de l'ambulatoire, parce que je vais vous montrer qu'il y a des solutions à apporter à cette question. Juste très rapidement, cette diapo, vous voyez que les recommandations de la NSM, c'est ce que j'ai encadré en rouge, les recommandations de la NSM sont très claires. Pour l'analgésie post-opératoire par cathéter périnerveux, si nous mettons un dispositif de perfusion continue d'anesthésique locale, par exemple au niveau du cou pour une chirurgie de l'épaule, une chirurgie lourde de l'épaule, nécessite une surveillance à domicile pendant la période du cathétérisme périnerveux, 48 à 72 heures, surveillance infirmière quotidienne et présence d'un proche au domicile en fin de journée. Donc vous voyez que les pouvoirs publics ont pris une position, notamment pour ce qui concerne cette gestion des dispositifs analgésiques. Alors nous, c'est un geste que nous réalisons très régulièrement, ces cathéters situés sur le plexus brachial pour couvrir la douleur d'une chirurgie majeure de l'épaule. Et nous avons fait un petit travail rétrospectif en contactant les patients qui en avaient bénéficié et qui nous ont tous dit qu'ils étaient très contents de la mise en place de ce suivi à domicile, et vous voyez que 25% d'entre eux exprimaient une plainte à distance concernant les suites de l'intervention, en disant qu'ils avaient eu, avec ce dispositif, un sentiment d'insécurité, et que s'il n'y avait pas eu ce suivi particulier mis en place à domicile, que je vais vous exposer par la suite, eh bien très probablement ils seraient revenus à l'hôpital, ils auraient reconsulté à l'hôpital. Alors la mise en place d'un suivi à domicile, c'est quoi ? Bien entendu, tout le monde fait ça, je pense actuellement, c'est une recommandation extrêmement forte, c'est l'appel J+1, c'est recontacter les patients au téléphone le lendemain de l'intervention. Mais ça peut aller beaucoup plus loin. On va parler un petit peu de télémédecine. La télémédecine peut être, dans certains cas, une solution relativement élégante, et il y a d'autres applications numériques, je vais vous montrer, qui peuvent être tout à fait intéressantes. Les hôtels hospitaliers, je sais que c'est un sujet cher à certains membres de cette assemblée. Nous y reviendrons. Nous lancerons peut-être la discussion sur la place de ces hôtels hospitaliers, de ces résidences hospitalières. Le réseau de suivi infirmier à domicile, c'est ce que nous avons mis en place. Je vous en toucherai un mot. Et enfin, on va s'interroger sur l'implication des médecins généralistes. La télémédecine, c'est une technique en développement avec une forte pression des pouvoirs publics pour développer cette télémédecine avec des programmes régionaux de développement. Vous voyez que même la DGOS a donné quelques recommandations en ce sens. La télésurveillance notamment. Alors c'est un peu compliqué, hein, ça nécessite la présence d'un personnel de santé auprès du patient, ça nécessite des réseaux sécurisés. Ça n'est pas très simple à mettre en place, mais très probablement pour certaines indications, je vous ai parlé tout à l'heure du suivi d'état cutané, du suivi de cicatrices, ça peut être quelque chose d'intéressant. Alors on peut aller un tout petit peu plus loin dans tout ce qui est technique numérique, avec actuellement des plateformes technologiques qui permettent de façon totalement automatique, et ça fait le lien avec ce qu'a dit Philippe Topard, de façon complètement automatique, de screener par des questionnaires quelques paramètres que le patient peut vous donner très facilement. Tout ça converge vers un système informatique et vous n'êtes prévenu qu'en cas de variation par rapport à des bornes que vous avez vous-même fixées. Je vous donne cet exemple. Quelle est votre température ? Eh bien, si vous avez fixé une borne à 37,8, et que le patient répond qu'il a 38, eh bien ça va déclencher une alerte et vous serez contacté immédiatement, ce qui fait une petite sélection par rapport à ce que vous avez montré du suivi de la fréquence cardiaque en continu à domicile, qui converge directement sur le portable du chirurgien, ce qui peut être parfois un petit peu compliqué à gérer. La mise en place d'un réseau de surveillance infirmiers à domicile. Nous avons fait ça donc pour des chirurgies particulièrement lourdes nécessitant la surveillance d'un dispositif analgésique. C'est une demande spécifique de prise en charge, donc il faut anticiper. C'est un travail avec un prestataire, un coordonnateur de soins à domicile. Il y en a de plus en plus, et pour cause. Ils ont compris quels étaient les enjeux avec le développement de l'ambulatoire. Ce prestataire recherche des contacts, forme,
avec un livret que nous avons nous-mêmes édité, forme les professionnels de santé et convient avec elle du nombre de visites et de la régularité de ces visites sur la période post-opératoire. Tout est colligé dans un cahier de recueil d'informations. Il y a un contact quotidien de l'infirmière avec le prestataire, ou bien, en cas d'urgence, directement avec les membres de l'équipe de l'unité de chirurgie ambulatoire. En cas de problème, il y a donc un algorithme décisionnel et bien sûr, le patient est informé de cette prise en charge et c'est quelque chose auquel les patients adhèrent très fortement. Je vais passer rapidement. Pour en arriver donc à la place du médecin traitant, on parle d'une prise en charge en ville, évidemment, on peut se poser légitimement la question de la place du médecin traitant. La place du médecin traitant, c'est d'abord une implication qui est extrêmement variable. Quand on rencontre les associations de médecins généralistes, eh bien, les avis sont très divergents. Il y a de nombreux facteurs qui interviennent. Le fait que, eh bien, en ville, la plupart des médecins généralistes actuellement ne font plus de visites au domicile des patients, que l'implication dans cette chirurgie ambulatoire est jugée par certains comme pouvant être contraignante, voire dangereuse. Il y a donc un problème aigu de formation vis-à-vis de la médecine générale, si l'on veut mettre en place ce type de prise en charge. Et puis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les actes qu'il faut surveiller ou réaliser au domicile sont le plus souvent des actes infirmiers et non pas médicaux. Alors ça, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup de la part des réseaux de médecins généralistes en disant « mais nous, ça ne nous concerne pas ». La surveillance d'un dispositif analgésique, le changement d'une pompe de perfusion pour un dispositif d'analgésie, c'est un acte infirmier, ça ne concerne pas la médecine générale. L'organisation, elle est complexe. Pourquoi ? Parce que les réseaux, autant les réseaux de coordination de soins infirmiers à domicile sont très bien développés, autant les réseaux de coordination de médecine générale en ville sont plutôt moins bien organisés, et ce qui fait que c'est plus compliqué à mettre en place. Il n'empêche que, très probablement, dans les années qui viennent, le médecin généraliste aura un rôle à jouer, d'abord parce qu'il a la confiance des patients, le plus souvent, et il y a des études qui montrent que quand ça se passe mal à domicile, malgré nos recommandations de contacter le numéro de téléphone joignable 24 heures sur 24 à l'hôpital, une majorité de patients appellent leur médecin généraliste. Donc ça veut dire qu'il faut en tenir compte, qu'il y a un lien de confiance avec le médecin généraliste qui sera quelque chose qui va être structurant pour le développement de l'activité ambulatoire. Et puis enfin, il y a quelque chose de très important également qui est la vraie connaissance des conditions socio-environnementales des patients, paramètre qui est très important en ambulatoire. On sait très bien que on a quelques craintes à laisser rentrer chez lui un patient qui vit dans des conditions pas toujours totalement salubres, entouré d'animaux ou je ne sais quel autre critère qui font que le travail que nous avons réalisé dans l'unité de chirurgie ambulatoire peut être un petit peu altéré par des conditions de vie qui ne sont pas complètement adaptées au retour à domicile. Alors je vous l'ai dit, autre réflexion qui paraît totalement logique, mais qui soulève énormément de questions, c'est la réflexion sur l'hôtel hospitalier. Est-ce que vraiment l'hôtel hospitalier est une solution ? Et donc je vous propose d'aborder le problème en se posant la vraie question qui est de se dire si l'acte ambulatoire, comme nous l'avons mentionné, est un acte totalement maîtrisé, où il n'y a pas de risque estimé pour le patient, y a-t-il une légitimité à ce qu'on poursuive, à proximité d'un établissement de santé dans un hôtel, la surveillance. A contrario, s'il y a un risque qui fait que les équipes chirurgicales ont quelques craintes à laisser sortir le patient et préfèrent le voir dans un établissement à proximité de l'hôpital, est-ce que dans ces cas-là, il ne vaut mieux pas carrément le garder hospitalisé ? Là est, à mon sens, vraiment la vraie question. Et donc vous touchez là une sorte de contradiction interne de ce concept qui est de dire il n'y a pas de risque, mais c'est quand même bien que vous restiez sur place. Et ça, c'est quelque chose qui est très délicat à faire passer, d'autant plus que le ressentiment des patients sur ce type de prise en charge peut être un transfert de responsabilité, voire un abandon des responsabilités. Et nous devons faire très attention. On est tous là pour développer la prise en charge ambulatoire. Nous sommes tous conscients qu'il faut faire extrêmement attention à ne pas aller dans ce sens d'un transfert de responsabilité. Donc je pense que c'est une excellente idée, l'hôtel hospitalier, pour uniquement
des logiques d'hébergement ou de déplacement pour permettre aux patients d'arriver tôt le matin à l'hôpital. C'est vrai que quand on commence l'ambulatoire et que le patient doit traverser Paris le matin ou bien faire un trajet très important, vous l'avez dit, pour la prise en charge des patients de la chirurgie de l'obésité, c'est pas mal qu'il soit là la veille au soir, ça lui permet d'être à l'heure, et ce qui nous, en ambulatoire, est quelque chose de très important, ou bien, à l'inverse, si les sorties sont un peu trop tardives, qu'il puisse, à titre d'hébergement, rester dans l'unité. Alors, bien sûr, il faut travailler, il faut réfléchir à cette prise en charge après l'ambulatoire, cette prise en charge à domicile. Et je voudrais insister et souligner 2 risques que nous devons constamment garder à l'esprit en réfléchissant sur ce suivi à domicile. Le premier risque, c'est de transférer sur la ville une charge de soins hospitalière, ce qui serait extrêmement contre-productif, tant en termes de communication que de lien. C'est même le contraire de la formation d'un lien hôpital-ville. C'est totalement incohérent avec le concept de la chirurgie ambulatoire. Ça pose des problèmes de qualité des soins. Ça va amener petit à petit à la perte de confiance de nos patients. Et là-dessus, les enjeux économiques, si ça n'est que transférer sur la ville des charges hospitalières, les enjeux économiques sont très très discutables. Le deuxième risque, et c'est peut-être le plus important, le deuxième risque, c'est de freiner l'innovation. On a parlé, depuis l'ouverture de cette session, de chirurgies qui se sont considérablement développées. Nous n'imaginions pas, il y a 10 ans, faire certains actes chirurgicaux en ambulatoire qui sont réalisés dans de totales conditions de sécurité actuellement. Pourquoi ? Puisque vous avez fait évoluer vos pratiques chirurgicales, vous êtes de moins en moins invasifs. Nous avons fait évoluer nos pratiques anesthésiques qui nous permettent de faire cette chirurgie ambulatoire dans d'excellentes conditions. Et donc, l'ambulatoire, on le sait, est un élément moteur, un élément de motivation entre les équipes médicales pour développer cette innovation. Et que peut-être que ce drain qui nécessite une surveillance à domicile, peut-être qu'il n'est pas nécessaire, peut-être que vous allez faire évoluer vos pratiques et que bientôt vous n'aurez plus de drainage. Moi, je ne suis pas très très âgé, mais enfin, j'ai connu une chirurgie digestive où on faisait beaucoup plus de drainage qu'actuellement, alors que la morbidité actuelle est nettement moindre qu'elle était il y a quelques années. Nous, c'est pareil, pour ces blocs nerveux périphériques dont je vous ai parlé, ces cathéters interscaléniques, on sait que nous allons avoir à disposition, dans les années qui viennent, des molécules de très longue durée d'action qui vont nous permettre, en une seule injection, de couvrir 3 à 4 jours d'analgésie, nous permettant de nous passer de ces cathéters. Et donc, très probablement, ça sera une innovation qui va permettre de simplifier la surveillance à domicile. En tout cas, si l'on fait, ça sera ma dernière diapositive, si l'on monte un réseau de suivi à domicile, quel qu'il soit, je crois qu'il y a des prérequis qui sont très importants. C'est l'anticipation et l'information des patients. Le patient doit être totalement acteur de cette prise en charge à domicile. C'est la protocolisation de tout ce qui est aspect technique et des transferts d'informations. C'est des formations spécifiques qu'il faut délivrer au personnel. Et vous savez qu'il y a de nombreux axes de formation qui se développent. On va monter l'année prochaine avec Corinne Vons un DIU de prise en charge en ambulatoire qui tâchera également de répondre à ce type de questions. C'est le suivi d'indicateurs. Il faut monitorer ce que nous faisons et ce que nous mettons en place à domicile et surtout le réévaluer très régulièrement puisqu'une intervention X qui va nécessiter la mise en place de ce suivi, peut-être que 2 ans après ou 3 ans après ne le justifiera plus du tout. Je vous remercie de votre attention. Donc c'est Jean-Patrick Sol, qui est directeur à la Haute Autorité de Santé, qui va venir faire le commentaire. Jean-Patrick, je suis désolée, on n'a pas beaucoup de temps, donc on m'a demandé de ne poser qu'une dizaine de questions. Donc combien Bon, ça, déjà, c'est une gageure, demander à la HAS d'aller vite. On voit que tu as le sens de l'humour. Bon, mais je vais essayer de le faire quand même. Écoute, Marc, merci pour ce tour d'horizon du jour d'après. Je voulais rappeler les recommandations HAS-ANAP, mais tu as eu la gentillesse de le faire. En particulier la recommandation N sur la connexion entre la ville et l'hôpital. Mais ce que tu n'as pas dit, c'est qu'elle était dans un chapitre qui s'appelait Perspective. Et quand on a conçu ces recommandations,
On avait bien la sensation, à la fois, Gilles Bontemps est là, au travers du benchmark d'établissement qu'a réalisé la NAP, et au travers de différents travaux en groupe de travail, on avait bien l'impression que c'était un sujet important, mais on ne le voyait pas dans la vraie vie. Et finalement, à la question qui nous était posée, comment accompagner le développement de la chirurgie ambulatoire, il était clair que l'organisation de soins particuliers au domicile du patient n'était pas sur le devant de la scène, mais on pensait que ça pouvait, à la faveur des échanges que vous avez eus aujourd'hui, on a pensé que ça pouvait le devenir, c'est pour ça qu'on l'a écrit, mais en termes d'observation, nous n'avions vraiment pas grand-chose. Alors, sur ce que tu as dit, j'aurais une remarque et 2 ou 3 questions. La première remarque, c'est que parler d'organisation de soins à domicile, il ne faut peut-être pas oublier que c'est, mais tu l'as montré, l'aboutissement de quelque chose. Le socle de ça, c'est le partage d'informations. C'est-à-dire qu'on est dans une situation où le malade ne restant pas avec nous, il va falloir faire bénéficier d'autres acteurs d'informations et bénéficier de la part d'autres acteurs, y compris du malade lui-même, de son information. Le malade est acteur de sa santé, mais vous en êtes en quelque sorte le metteur en scène. Donc il va falloir structurer ça. Pourquoi ? On a dit tout à l'heure, c'est très bien quand on est tranquille, quand le malade reste à l'hôpital avec les infirmières, c'est plus simple, plus facile. L'hospitalisation, c'est une défense en profondeur contre tout un tas d'événements indésirables et non prévus ou rares. À partir du moment où on s'en passe, il faut reconstruire ces défenses en profondeur par des processus, par des, entre guillemets, gadgets qui font de la communication, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec l'EDM, par des échanges. Donc, on est sur l'aboutissement d'une logique et se focaliser sur l'organisation de soins à domicile ne doit pas faire oublier qu'il faut sortir de l'hôpital quand on a été opéré en ambulatoire avec un maximum d'informations sur ce qu'on a eu, sur ce qui peut arriver, sur la façon dont ça va se passer, sur ce qu'il faut faire s'il se passe quelque chose. Alors ma première question, c'est est-ce que finalement, avant d'organiser des soins à domicile, il ne faut pas s'interroger sur leur pertinence ? Tu as parlé des levées de blocs, etc. Moi, j'ai le souvenir de débats enflammés sur les drainages chirurgicaux. Il en faut pas, on les garde pas, combien de temps, les points séparés, les surjets intradermiques, les hématomes. Finalement, est-ce que la prise en charge ambulatoire et sa conception, ce n'est pas le moment idéal pour remettre en question un certain nombre de dogmes, pour ne pas parler quelquefois de croyances quand on voit la solidité des preuves qui accompagnent certains maintiens de dispositifs. La deuxième question, c'est qu'on voit très vite apparaître au premier rang les infirmiers. Et ça interpelle. Qu'est-ce qui se passe ? Où sont les médecins de ville ? Est-ce que c'est nous qui les excluons ? Est-ce qu'ils se sont exclus eux-mêmes ? J'ai un peu abordé le sujet, mais finalement, c'est aussi une croyance, peut-être quelquefois des administratifs, que le médecin traitant va permettre l'ambulatoire. Ils le mettent en avant, les ARS aussi. La logique de parcours aujourd'hui que nous-mêmes à la HAS nous défendons et nous portons, elle associe des professionnels de santé. Mais ça serait bien aussi de le dire explicitement, finalement, s'il faut que ce soit des infirmiers, qu'il y ait des prescriptions des médecins hospitaliers pour faire le suivi, disons-le. Ça, c'est important. Troisième question. Et finalement, si on a vraiment besoin de tous ces soins, est-ce qu'il faut parcourir à l'HAD ? L'hospitalisation à domicile, qui est en fait, j'ai vendu la mèche, qui est une hospitalisation, bien sûr. À toi, Marc. Merci Jean-Patrick. Tu as tout à fait raison d'insister sur cette notion de partage d'informations. L'ambulatoire, on a beaucoup parlé des avantages de la prise en charge en ambulatoire. Probablement un des plus importants, c'est que mettre en place une politique de développement de la chirurgie ambulatoire, c'est mettre des équipes autour d'une table et réussir à bâtir des protocoles de soins optimisés. Et c'est pour ça que la chirurgie ambulatoire est particulièrement sûre et c'est pour ça qu'elle bénéficie aux patients et c'est pour ça qu'il faut se battre pour qu'elle soit développée. Donc c'est exactement ça, c'est localement avec des paramètres qui ne sont pas forcément les mêmes chez vous que chez moi, discuter entre équipes et dire qu'est-ce qu'on va faire, sur quel type de chirurgie on va mettre en place ce type de suivi à domicile. La deuxième question concerne la médecine de ville. La médecine de ville, moi j'ai vu beaucoup d'associations de médecins de ville, de médecins généralistes, et à vrai dire, ma sensation n'est pas très claire. Il y en a qui souhaitent être impliqués et qui regrettent de ne pas être suffisamment impliqués. Souvent, ils le regrettent puisqu'ils sont mis à contribution alors que rien ne les a préparés pour ça, devant, on va dire, des dysfonctionnements qui auraient pu être anticipés.
Je l'ai dit tout à l'heure, une mauvaise anticipation, une mauvaise information des patients, une mauvaise délivrance des médicaments antalgiques. Le patient va appeler son médecin traitant. Le médecin traitant n'est pas très au courant de ce qu'il faut, de ce qu'on peut donner, de ce qu'on ne peut pas donner. Et tout ça se règle par une anticipation. Et je pense qu'il y a de nombreux cas où on peut, par anticipation, se passer de la prise en charge par la médecine de ville. L'autre chose sur laquelle il faut discuter, mais ça c'est aussi avec les tutelles qu'il faudra discuter de ça, c'est que ces actes dont j'ai parlé aujourd'hui sont quand même le plus souvent des actes infirmiers et des actes de surveillance infirmiers. Donc je crois qu'il ne faut pas non plus noyer la médecine de ville. Il y a des réseaux infirmiers très bien organisés. Donc peut-être, je sais qu'il y a quelques expériences, en Bretagne il y a eu des expériences intéressantes, mais qui ont été menées de façon très temporaire pour permettre le développement d'une activité, puis qui ont après cessé. Ce qui est très important, c'est de réévaluer. L'HAD, tu l'as dit, ça pose deux problèmes. D'abord, c'est de la médecine. C'est considéré comme une prise en charge médicale, c'est considéré comme une hospitalisation et enclencher une HAD derrière une hospitalisation en ambulatoire actuellement, vous le savez, vous empêche que l'acte soit reconnu comme un acte ambulatoire, puisque par définition même, c'est une hospitalisation. Alors l'HAD est assez demandeuse de ce suivi à domicile. Je ne suis pas sûr qu'elle mesure exactement l'ampleur de ce que ça peut représenter, mais pour l'instant, je crois qu'il y a d'autres moyens de faire qui sont tout à fait corrects et on ne peut pas recommander cette disposition. Oui, vraiment, l'idée de la chirurgie ambulatoire, c'est qu'il n'y ait plus rien derrière et qu'on aille vers le plus rien et qu'on puisse justement arriver à s'affranchir de tous ces tuyaux, ces injections et tout, et qu'on puisse en permanence se poser la question de la pertinence de ce qu'on a été obligé de mettre en place pendant une phase intermédiaire. Alors, qui veut intervenir qui a l'expérience de ce après qui peut être plus ou moins lourd? Bon. Alors, je crois qu'on a un vote à... Alors, on va faire une petite interruption. Je m'en excuse, c'est pour tirer la commission. On va demander à une main innocente, ici présente, de tirer 5 petits papillons. Merci. Alors, le résultat. Barbier, Jacques Barbier, il est là? Toujours présent. Il est toujours présent, c'est bon. Ensuite, nous avons Xavier Martin. Ça va? Nous avons ensuite Philippe Lasserre. Georges Casanova. Il est là, oui, très bien. Et le dernier, eh bien, c'est Prémont. Présent. Voilà. Donc à 17h à la fin de la séance, à l'étage au-dessus. Merci. Voilà. Jean-Pierre, c'est toi qui continues. Peut-être avant de donner la parole à Jean-Pierre, je voudrais faire un petit sondage dans la salle. Corinne Vons nous a demandé d'essayer d'intervenir auprès du ministère ou des autorités pour que la prise en charge de la cholécystectomie soit en principe de routine en chirurgie ambulatoire et à titre exceptionnel en hospitalisation. Alors, je veux savoir qui parmi vous soutient cette demande en disant que l'on propose, l'Académie de chirurgie propose que la prise en charge de la cholécystectomie soit en principe en ambulatoire et exceptionnellement en hospitalisation. Alors, qui approuve cette proposition? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Qui désapprouve? 1, 2. Qui s'abstient? 3. Qui s'abstient? Voilà. Donc, il y a quand même une nette majorité pour une démarche en faveur de l'ambulatoire, avec quelques réticences. Voilà.
Alors, nous allons poursuivre avec un autre sujet qui a posé des problèmes. Ça concerne l'ambulatoire en oncologie. Vous savez que l'oncologie posait quelques problèmes particuliers pour le développement en ambulatoire, et c'est ce qui a expliqué longtemps le taux assez bas d'ambulatoire en oncologie, notamment en chirurgie du sein, parce que c'est essentiellement le sujet. Alors, j'ai demandé à Sylvia Gillard, qui est chirurgien au centre de lutte contre le cancer à Lille, qui connaît très bien ce problème de la chirurgie du sein, et aussi le problème de l'ambulatoire, parce que c'est un des fers de lance des centres pour le développement de l'ambulatoire en oncologie. Alors, Sylvia